Bonjour à tous, c'est Mickaël. Initialement, je devais vous faire une vidéo sur les troubles du comportement, mais il me semble important, avant de continuer à faire des vidéos sur des thèmes précis, de reprendre avec vous quelques points que je n'ai pas abordés dans la première vidéo qui avait pour titre « C'est quoi l'autisme ?» Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à une nouvelle question. C'est quoi les TSA ? C'est vrai ça. Qu'est-ce que c'est les TSA? Pour répondre à cette question, cette vidéo sera en deux parties. Une première partie sur la présence de la faune dans la langue française et une seconde partie sur les notions de quantité dans l'univers et notamment la règle qui permet de déterminer une quatrième proportionnelle. Non. Une première partie avec des informations globales sur les TSA et une seconde partie sur certains points que je n'ai pas pu aborder dans la première vidéo. Dans ma première vidéo, donc, je vous faisais une description de l'autisme. Cette vidéo avait pour but de faire une introduction au TSA, une présentation grossière, une première lecture. Une première tentative de réponse à la question « C'est quoi l'autisme ?» Comme je l'avais dit dans cette vidéo, il est important de garder à l'esprit qu'il y a autant d'autistes que de formes d'autisme. Cette phrase, somme toute très simpliste, sous-entend une complexité réelle. Il est difficile, voire impossible, de dresser une liste des caractéristiques qui peuvent se retrouver chez une personne avec des troubles du spectre de l'autisme. Du moins, pas sans faire une vidéo de 3 jours. J'exagère un peu, mais vous l'aurez compris, le but ici n'est pas de vous faire des cours magistraux sur les TSA, mais bien de la vulgarisation. Alors évidemment, ce choix de positionnement part du principe que vous et moi acceptons que le contenu sera parfois léger, voire au second degré, voire au troisième degré, avec des moments où nous allons rire comme des baleines, parfois un peu technique, parfois qui survole son sujet, ou enfin qui va au fond des choses. Pour en revenir à nos moutons, lorsque je parle des troubles du spectre de l'autisme, il va de soi que tout le monde ne sera pas représenté par mes descriptions. Parfois, ça concernera les personnes avec ce que l'on appelle un TSA léger. Parfois, ce sera des personnes avec le syndrome d'Asperger. Ou encore, d'autres fois, des personnes avec des TSA et des déficiences. Pour avoir un regard global sur les troubles du spectre de l'autisme, leurs spécificités, leurs potentiels troubles associés et d'autres facteurs qui font la multiplicité de l'autisme, il ne faut donc pas prendre chacune de mes vidéos comme une entité indépendante, mais bien comme faisant partie d'un tout, d'un univers étendu. Les troubles du spectre de l'autisme sont extrêmement variés, tant dans leur manifestation que dans leur représentation. Et en plus de tout ça, l'origine de l'autisme est un sujet casse-gueule. Selon l'étude, l'année à laquelle elle est faite, selon le postulat de départ, on peut trouver de tout chez les auteurs d'études concernant l'origine ou les origines des TSA. C'est moi où cette vidéo passe vraiment du coq à l'âne. Les théories cognitives permettent de mieux comprendre l'autisme. Le cognitif, c'est tout ce qui concerne l'acquisition des connaissances. Mais vous l'aurez compris, il reste beaucoup d'incompréhension, d'imprécision et des questions non résolues. À l'heure actuelle, aucune théorie n'est universelle et aucune ne parvient à expliquer tous les symptômes, toutes les manifestations des troubles. Il semblerait plutôt que nous ayons affaire à un ensemble de déficits cognitifs qui peuvent avoir des liens entre eux ou non. Des études ont été faites, des études sont en cours, d'autres viendront. Les théories ont été avancées, certaines sont toujours d'actualité. Avec les années, avec les connaissances scientifiques actuelles, nombre de théories commencent à faire consensus. Mais il reste encore du travail. La réciprocité émotionnelle, la communication non verbale, les relations sociales, les intérêts restreints, les sensibilités sensorielles sont les points que j'ai abordés dans la première vidéo. Évidemment, il y a nombre d'aspects que je n'ai pas traités. On va en voir de nouveaux et la liste ne sera toujours pas complète pour le moment. Non, allez, pchit, file, non, file, allez. Oh là 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 là, t'exagères toi quand même. Hein. Oh, viens là. Oh, ça va. Où t'as traîné? T'es toute sale. Je sais pas si vous l'avez déjà vu quelque part. Mais en fait, elle était déjà là. Et puis là aussi. Et puis là. Alors vous allez me dire, oui, Mickaël, pourquoi il y a une chaussure qui apparaît et disparaît dans ta vidéo? Et pourquoi il y a une chaussure dans ton frigo? Et nanani, et nanana. Vous donnez votre langue au chat?
Il y a une théorie qui dit que la plupart des phénomènes que nous associons à l'autisme seraient entre autres dus à une faible capacité à avoir une vue d'ensemble et à contrario, une forte capacité à voir les détails. Il existe une fable indienne qui illustre relativement bien ce qui se passe quand on ne prend conscience que des détails. Je l'ai lu dans un article qui traite du sujet, je vous mets le lien en description. Cette fable s'intitule « Les 6 aveugles et l'éléphant » et voici son histoire. Un jour de grand soleil, 6 aveugles originaires de l'Hindoustan, instruits et curieux, désiraient pour la première fois rencontrer un éléphant afin de compléter leur savoir. Le premier s'approcha de l'éléphant et alors qu'il glissait contre son flanc vaste et robuste, il s'exclama « Dieu me bénisse, un éléphant est comme un mur !» Le deuxième, tâtant une défense, s'écria « Oh, rond, lisse et pointu. Selon moi, cet éléphant ressemble à une lance. » Le troisième se dirigea vers l'animal, prit la trompe ondulante dans ses mains et dit « Pour moi, l'éléphant est comme un serpent. » Le quatrième tendit une main impatiente, palpa le genou et fit convaincu qu'un éléphant ressemblait à un arbre. Le cinquième, s'étant saisi par hasard de l'oreille, dit « Même pour le plus aveugle des aveugles, cette merveille d'éléphant est semblable à un drapeau. » Le sixième chercha à tâtons l'animal et s'empara de sa queue qui balayait l'air, perçut quelque chose de familier. « Je vois, dit-il, l'éléphant est comme une corde. » Alors les 6 aveugles discutèrent longtemps et passionnément, tombant chacun dans un excès ou un autre, insistant sur ce qu'ils croyaient exact. Ils semblaient ne pas s'entendre, lorsqu'un sage qui passait par là les entendit argumenter. « Qu'est-ce qui vous agite tant ?» dit-il. « Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour dire à quoi ressemble l'éléphant. » Et chacun d'eux lui dit ce qu'il pensait à ce sujet. Le sage, avec son petit sourire, leur dit « Vous avez tous dit vrai. Si chacun de vous décrit l'éléphant si différemment, c'est parce que chacun a touché une partie de l'animal très différente. L'éléphant a réellement les traits que vous avez tous décrits. »« Oh !» s'exclama chacun, et la discussion s'arrêta net. Ils furent tous heureux d'avoir dit la réalité, car chacun détenait une part de vérité. Cette fable, qui illustre l'idée de la cohérence centrale, explique que le fait de se concentrer sur des détails ne veut pas dire que nous sommes dans le faux, mais bien que la globalité nous échappe. Le fait d'avoir une faible cohésion centrale peut provoquer des difficultés dans les apprentissages. Si on apprend une tâche à réaliser pour un métier, ou lors d'un cours à l'école sur un sujet précis, l'apprenant, l'élève, se voit concentré sur une petite partie de cet apprentissage, focalisant toute son attention sur ce point. Il ne peut pas prendre l'information globale, l'apprentissage dans sa totalité. Il faut aussi prendre en compte que, en fonction des compétences de la personne, mais aussi du fait qu'elle ait ou non une déficience intellectuelle, une faible cohérence centrale peut provoquer des troubles du comportement. C'est vrai ça. Imaginons que l'attention est happée par un détail, que la personne voudrait absolument le maîtriser, mais qu'elle n'a aucune emprise dessus. Une faible cohésion centrale qui fait se focaliser sur cet élément associé à des troubles du spectre de l'autisme, ainsi que des troubles de la communication, l'empêchant d'exprimer sa frustration sur cette impossibilité de contrôle, ferait un cumul de frustration, une montée en pression qui pourrait trouver en son point culminant un trouble du comportement, une crise. Promis, la vidéo sur les troubles du comportement arrivera prochainement. Alors, elle était bien là pour vous initier au concept de cohérence centrale. J'ai volontairement grossi le trait en mettant un objet hors contexte. Ça happe le regard et l'attention plus facilement. Mais le principe est exactement le même. Un objet, un détail, vous fait sortir d'un regard global. Une chaussure vous fait perdre le fil du propos. Un arbre cache la forêt. Avec une faible cohérence centrale, on dit que la personne traite les informations de manière isolée et non pas dans une recherche de cohésion. La cohérence centrale et ce traitement de l'information, la capacité de percevoir une cohérence nous permet d'adapter notre comportement avec souplesse aux situations changeantes.
ce qui fait un lien direct avec le point suivant. La flexibilité mentale est un concept en psychologie qui est lié aux fonctions cognitives, c'est-à-dire les capacités pour notre cerveau à nous mettre en interaction, en lien avec notre environnement. Dans les grandes lignes, les fonctions cognitives nous permettent de percevoir, de nous concentrer, d'apprendre, de raisonner et de nous adapter. Ce sont les étapes qui nous permettent d'acquérir des connaissances. Il y a donc plusieurs fonctions cognitives, comme par exemple l'attention, la mémoire, les compétences sociales ou encore les fonctions exécutives. Il y en a d'autres, mais je reviendrai dessus lors d'une autre vidéo. Les fonctions exécutives sont celles qui vont nous intéresser ici dans la flexibilité mentale. La flexibilité mentale est un concept qui est assez parlant par son nom. Elle est définie par la capacité de changer de tâche ou de stratégie mentale. Lorsqu'une personne a une faible flexibilité mentale, c'est comme si pour elle, lorsqu'une règle est établie, elle est applicable en l'état et surtout uniquement en l'état. Dans la vie, dans les jeux, au travail, à l'école. C'est comme ça et c'est rassurant pour elle. Parfois, il faut aussi que les professionnels qui accompagnent les personnes avec TSA fassent preuve de flexibilité mentale. Ce n'est pas être à cheval sur un fonctionnement, parce que ça sous-entendrait de prendre en compte les autres possibilités, faire un choix strict sur ce fonctionnement. Une faible flexibilité mentale serait plutôt de ne même pas avoir conscience des autres possibilités, des autres stratégies. C'est comme si un joueur d'échecs utilisait toujours la même tactique, peu importe l'adversaire et peu importe les coups joués. Échec et mat. Bouyaka! Échec et mat. Yo! Et comme pour la cohérence centrale, ça peut provoquer des troubles du comportement. En effet, si la personne ne connaît qu'une stratégie, qu'un mode de fonctionnement pour une situation donnée, le fait de rencontrer des obstacles dans le déroulement de ce qu'elle connaît peut créer des frustrations, mais au-delà des frustrations, c'est surtout une perte totale de contrôle sur son environnement, sur ses repères. C'est s'aventurer dans le chaos. Et le chaos n'est pas rassurant, il est même angoissant. C'est pourquoi il est très important de travailler cet aspect avec les personnes qui ont des TSA. Pour ça, par exemple, il est possible de travailler par des jeux. Le jeu de société est un excellent outil pour travailler la flexibilité mentale. Tant des jeux qui nécessitent de s'adapter à la situation, comme le Uno, le Color Addict, ou encore dans un autre registre, le Salade de cafard, que des jeux plus standards, pour lesquels nous modifierons partiellement les règles d'une partie à l'autre. Wow. Mais on avait dit 2 parties, pas 3. Ouais, je sais, je suis comme ça. C'est un élan de générosité, c'est de l'entraide. Exactement. Comme vous l'aurez compris avec le titre de cette partie, il existe des idées reçues sur l'autisme. En disant ça, je ne blâme personne. L'autisme est un sujet tellement vaste, les théories sur son origine, ses implications dans la vie des personnes, le traitement par la pop culture sont tellement variés, avec plus ou moins de bienveillance, qu'il me semble logique que le grand public ne s'y retrouve pas. Et parfois même des professionnels. Je vais passer en revue certaines idées reçues sur l'autisme. Je ne vais pas toutes les faire, sinon je vais vraiment avoir le cafard. Tout d'abord, un point très important que je n'ai pas soulevé dans la première vidéo, mais qui me semble capital. Un point qui, je croyais, n'avait plus lieu d'exister. L'autisme est une maladie. Eh bien, non. C'est ni une maladie mentale, ni un trouble mental. En fait, il y a un manuel qui définit l'autisme, ainsi que les maladies mentales et les troubles mentaux. Le DSM, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques. Chaque sortie d'un DSM fait l'objet de critiques par une partie des experts pour diverses raisons. Quoi qu'il en soit, c'est l'ouvrage de référence. La version actuelle, le DSM-5, a été publiée en 2013 en remplacement du DSM-4 de 2000. Dans le DSM, la définition de l'autisme a beaucoup évolué depuis la version de 2000. D'où certaines critiques. En effet, dans le DSM-4, les troubles envahissants du développement,
les TED, étaient répartis en plusieurs catégories. L'autisme, le syndrome d'Asperger, les TED non spécifiés et le trouble désintégratif de l'enfance. Le DSM-5 regroupe l'ensemble de ces catégories en une seule entité nommée trouble du spectre de l'autisme, TSA. D'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler, j'accompagnais des personnes avec des TED. Maintenant, je travaille auprès des personnes avec des TSA. Alors je disais, l'autisme n'est ni une maladie mentale, ni un trouble mental. Pour vous définir tout ça, je vais devoir passer par des termes techniques, mais je vais essayer de le faire le plus simplement possible. Selon le DSM-5, un trouble mental est défini comme étant un syndrome caractérisé par des perturbations cliniquement significatives dans la cognition, la régulation des émotions ou le comportement d'une personne qui reflète un dysfonctionnement dans les processus psychologiques, biologiques ou développementaux sous-jacents au fonctionnement mental. Oui, c'est un peu barbare, voire complètement, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est l'aspect biologique et le fonctionnement mental. Alors que les troubles du spectre de l'autisme sont classifiés au sein de la catégorie des troubles neurodéveloppementaux. La frontière entre la santé mentale et la santé neurologique est extrêmement complexe et poreuse. Il y a un article du site canadien Neuroconcept qui traite du sujet. Je vous mets le lien en description. Je vous conseille vraiment de le lire. Il n'est pas très long et en plus il est très clair. Donc l'autisme n'est pas un trouble mental. De plus, il est faux de dire de l'autisme qu'il s'agit d'un handicap mental, qui définit à la fois une déficience intellectuelle, on parle ici de l'approche scientifique, et les conséquences qu'elle entraîne au quotidien, donc l'approche sociale et sociétale. D'après la Haute Autorité de Santé, la HAS, 70% des personnes avec un TSA n'ont pas de trouble du développement intellectuel associé. Et c'est pareil pour la notion de handicap psychique qui est la conséquence de diverses maladies, des troubles névrotiques graves comme les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. En revanche, il faut bien garder à l'esprit que les personnes avec TSA peuvent souffrir de problèmes psychiatriques tels que la dépression ou encore l'anxiété. Une personne autiste peut souffrir de ces problèmes psychiatriques, mais une personne qui souffre de ces problèmes psychiatriques ne sera pas forcément autiste. Les autistes sont des petits génies. Ils ont une intelligence supérieure. Je vais peut-être vous étonner, mais c'est faux et vrai à la fois. Il existe des personnes autistes qui ont une intelligence particulièrement élevée, mais ce n'est pas toujours le cas. On parle souvent des autistes atteints du syndrome d'Asperger, qui sont décrits comme des personnes brillantes et méticuleuses, avec une hyper-mémoire. Avant les années 2000, il y avait près de 2/3 des enfants autistes qui étaient diagnostiqués avec un déficit intellectuel. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. Les déficits intellectuels représentent 1/3 des TSA, notamment parce que dans la définition, on y intègre désormais tous les troubles liés au développement cognitif et cérébral de l'enfant. Mais il faut aussi savoir de quelle intelligence nous parlons. Souvent, on mêle l'intelligence et le QI, le quotient intellectuel. Mais c'est deux choses différentes. Pour l'intelligence, on va retenir deux définitions. D'une part, c'est la faculté de connaître, de comprendre. C'est la qualité de l'esprit qui s'adapte facilement. D'autre part, l'intelligence est également définie par l'ensemble des fonctions mentales, ayant pour objet la connaissance rationnelle en opposition à l'intuition. Et le QI, c'est une mesure. On effectue des tests qui permettent de quantifier. C'est une échelle, il y a donc des points de comparaison, notamment par rapport à la classe d'âge pour les enfants ou par rapport à la population générale pour les adultes. C'est une mesure imparfaite parce qu'elle ne prend pas en compte l'éducation, la sphère sociale ou encore la culture de la personne. Toutes ces données qui influent sur nos capacités à intégrer des connaissances, à les utiliser à bon escient et à les adapter. Effectivement, il va y avoir des personnes autistes très intelligentes, d'autres avec un fort quotient intellectuel, d'autres qui seront dans une moyenne ou encore certaines avec des déficiences. Il y a autant d'autistes que de formes d'autisme. Pour les deux idées reçues dont je viens de vous parler, ça part généralement de représentation. Et ça vaut généralement pour toutes les idées reçues. Parfois, les idées reçues sont véhiculées par des croyances, mais pas forcément par des faits. Certaines idées reçues sont fondées sur des faits, mais qui ne concernent qu'une partie des personnes, qui sont devenues des généralités. Les faits, les opinions, en fait, c'est quoi la différence? Oh, aucune importance, je les mélange tout le temps. L'important, c'est de toujours regarder les faits, pas les opinions. Et si c'est une croyance qui nous anime, il faut l'exposer comme telle. On dit « je crois que »,« je pense que », et non pas comme un fait absolu, jusqu'à ce qu'on l'expérimente ou qu'on le prouve par d'autres qui l'ont expérimenté avant nous. C'est comme ça qu'on est passé de « je crois que la Terre est plate » à Thomas Pesquet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous avais promis 2 parties.
il y en a eu 3. Votre générosité, votre fougue, votre bonté, Molière, vous vaudront toujours l'amitié du roi. Oh, merci, c'est sympa. Mais moi, c'est Mickaël. Merci pour votre soutien, vos messages, vos critiques qui sont toujours bienveillantes et constructives. Je tiens à remercier les personnes qui m'ont contacté suite à mes vidéos pour me faire des retours, tant sur le fond que sur la forme. Ah oui, et merci à ceux et celles qui travaillent avec moi, qui relisent les textes des vidéos, parce que le travail d'équipe, c'est vachement important et même essentiel. Comme ça, en cas d'erreur, ça permet d'accuser quelqu'un d'autre. Normalement, la prochaine vidéo devrait traiter des troubles du comportement. Ça risque d'être un gros morceau. Pensez à vous abonner pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Un like pour que je sache si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à les partager, ça fait vivre la chaîne. Et un commentaire, ça m'aide vraiment et tout ça, ça soutient mon travail et ça fait du bien. Je vous dis à très vite. Ciao!